Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue dans votre émission Opinion. Bon dimanche à tous. Opinion qui a le plaisir ce dimanche de recevoir Adama Gaye, journaliste, consultant, écrivain. Adama Gaye, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour à vos téléspectateurs, téléspectatrices. Je voudrais, à l'entame de cet entretien, me permettre de dédier cette émission aux victimes des tragédies politiques, des boucheries, des tueries humaines, des détenus politiques et de tous les excès d'abus de droit que le Sénégal a connus ces dernières années. Et je souhaite que cela ne se reproduise plus jamais. Je voudrais aussi dédier cette émission à celles et ceux qui sont nombreux ici, je pense, qui ont été mes compagnons virtuels à distance, qui me lisaient pendant toutes ces années où j'étais loin de mon pays en exil et que j'écrivais, et que leur présence, disons, catholique ou virtuelle, me soutenait dans ma solitude de ces moments-là. Merci à toutes et à tous d'être là pour cette émission. Et merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous également. Nous avons également une pensée pour les proches de Mbaye Sidi Mbaye, journaliste émérite, arraché à notre affection cette semaine. Mbaye Sidi, c'est un aîné, c'est un grand journaliste. J'étais invité il y a quelques jours à une émission et je lui avais dédié cette émission. Et quand j'ai écrit le texte de témoignage sur Mbaye Sidi, un jeune étudiant du CESTI m'a fait une note en me disant « Mais monsieur Gaye, vous savez, lorsque vous avez été arrêté et détenu illégalement, je dois le préciser, j'avais voulu faire un portrait de vous et quand j'ai fait le portrait, j'ai rencontré Mbaye Sidi Mbaye qui m'a dit « Écoutez, je condamne l'arrestation de Adama. Adama est un homme qui dit ce qu'il pense. » Et Mbaye Sidi s'était opposé à ça. Et ce garçon-là, quand il est allé à la RTS pour diffuser cet élément, cette émission, ce portrait, les gens de la RTS de l'époque, accolés au pouvoir en place d'alors, autocratique et dictatorial, avaient refusé que l'élément soit passé. Donc je veux dire que Mbaye Sidi avait porté ce témoignage-là, et moi, je voudrais, une fois qu'il est parti, dire toute l'estime que j'ai pour lui. Voilà. Adama Gaye, vous êtes donc journaliste, consultant, écrivain, auteur de 3 publications, toutes parues aux éditions L'Harmattan, otage d'un État, d'une prison sénégalaise aux pyramides d'Égypte, Chine-Afrique, le Dragon et l'Autriche, demain, la Nouvelle Afrique. Vous êtes revenu au Sénégal après 5 ans, passés à l'étranger, 5 ans d'exil, aimez-vous à dire. Alors, comment avez-vous retrouvé le Sénégal, donc après autant d'années passées à l'étranger? D'abord, avec beaucoup de joie, de bonheur, qui pouvait se lire à la fois dans mes sourires, dans mon rire, contenu ou exprimé. Ce n'est pas un rire jaune là? Non, c'était un rire franc, oui. Franc et massif. Mais à côté de cela aussi, c'était le sentiment de retrouver un pays, d'abord que je n'aurais jamais dû quitter, parce que c'était une terre de liberté, parce que les libertés s'étaient évanouies, que j'étais parti, et je savais que l'expression d'un intellectuel ne pouvait pas se faire dans un pays pareil. C'était une autre raison pour moi de partir. Et quand je suis revenu, après avoir lu de loin ce qui s'écrivait sur le pays, je m'attendais à le trouver comme presque un pays de cocagne, parce qu'on nous disait les infrastructures, ceci, cela. Alors, lorsque j'ai circulé dans la ville, dans la banlieue et tout, ce que j'ai retrouvé, c'est un pays sinistré, abîmé, des chantiers incomplets, des saccages sur les ressources foncières, financières et fiscales du pays. Un pays qui bouge aussi, doté d'infrastructures modernes, de dernière génération. Lesquelles? Lesquelles? Vous n'avez pas vu le BRT? Bof. Les autoponts à foison, le TER? Je vous dis une chose. C'est certes quelques infrastructures qui ont été déployées, mais à quel prix? C'est au prix d'un endettement exorbitant. Les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain, dit-on.
vous allez payer ça, vous et moi et celles et ceux qui nous écoutent. Et après, si vous regardez très bien dans la ville, parce qu'on aurait dû parler de tout le pays, mais en tout cas, limitons-nous à Dakar et à sa banlieue, vous ne voyez pas tellement de changements. Le président Macky Sall disait que le prix de l'inaction est de loin plus élevé. Ça, c'est ce qu'on appelle du blabla, du verbiage, de la rhétorique, pour mieux masquer, n'est-ce pas, ce que cela cachait, la corruption à un niveau jamais vu dans ce pays. Et on peut en parler si vous voulez. Mais ces infrastructures ont été surfacturées. Ça n'a pas réglé les problèmes de ces pays. Les infrastructures les plus importantes pour un pays comme le Sénégal sont les infrastructures sociales, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des relations sociales, ethniques, dans ces investissements, les social skills, comme on dit. Mais ça n'existe pas. Ces infrastructures physiques ont été surfacturées et il va falloir faire le bilan de ce que ça représente et de ce que ça va nous coûter. Parce qu'en réalité, beaucoup ne sont pas productifs, beaucoup sont aussi déconnectés. On ne voit pas une vision derrière leur construction, ce qu'on appelle les économistes backward linkage, forward linkages, les liens qui s'associent à ce type d'infrastructure, on ne les voit pas. Vous savez, parfois quand vous dites un cluster, par exemple portuaire, ben, les gens se disent, écoutez, à côté du port, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des routes? Est-ce que vous faites des chemins de fer? Est-ce que vous soutenez les communautés alentours, etc. Mais là, on s'est levé, on a construit des infrastructures de façon exorbitante en termes de coûts. Un exemple que j'aime donner, parce qu'il m'a été révélé par les gens qui travaillent notamment à l'Ageroute, qui fut l'un des piliers de la corruption sous Macky Sall, sous son directeur Ibrahima Ndiaye. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autoroute Ila Touba, un fonctionnaire, ingénieur de l'Ageroute m'a écrit, avec des données techniques, scientifiques, j'ai écrit ça. Et il me dit, ce que ça coûte normalement, c'est 80 milliards. Oui. À l'arrivée, c'est 400 ou 500 milliards. Absolument. Donc ils ont shippé plus de 300 milliards. Et vous voulez être impressionné par rapport à ça? Non, il faut qu'on soit serein, calme. Il n'y a pas à apavoiser? Non, pas du tout. Surtout pas ça. Il faut être serein, posé. Dans le contexte actuel où on est dans une dynamique de reconstruction, il faut avoir le courage de dire, faisons les comptes. Regardons ce que ça nous a coûté. Si nous ne le faisons pas, ben je pense que nous risquons après d'être rattrapés. Parce que les voleurs qui étaient nichés au cœur de l'État, qui étaient en charge de la signature de l'État, l'ont endetté à un niveau tel que, aujourd'hui, nous qui sommes ici dans ce pays et les futures générations, nous devrons payer ça. Ils ont pris des engagements sans qu'il y ait eu des discussions, là où ces discussions auraient dû avoir lieu. Exemple, l'achat d'un avion présidentiel sans qu'on en parle à l'Assemblée nationale. Ne me dites pas que c'est sécuritaire. C'est un vote sécuritaire. C'est l'argument massu mais c'est pas c'est pas un argument qui tient la route. Nulle part, même aux États-Unis. Voyez-vous, si vous faites ce genre de décision, il y a des espaces où ça doit être discuté. Mais tout a été décidé par un chef et sa bande qui l'encourageait à faire ce qu'il voulait parce qu'eux aussi en tiraient profit. Et aujourd'hui, on nous donne l'ardoise. L'ardoise est énorme. On nous dit plus de 70%, 80% du niveau d'endettement. Je suis convaincu que c'est beaucoup plus. Et c'est une mauvaise dette. Parce qu'on est allé même faire des eurobonds. Dans un contexte où aujourd'hui, cette dette-là, avec, n'est-ce pas, le taux fort du dollar, va venir grever, n'est-ce pas, nos maigres revenus. Donc fondamentalement, je ne vais pas être de celles ou ceux qui vont dire bravo que nous avons été gâtés par rapport à la construction de ces infrastructures. Et j'ajouterai une chose. Chaque année, l'État du Sénégal a pu récupérer pratiquement, depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir en 2012, entre 4 000, 5 000, jusqu'à 7 000 milliards de francs CFA pour avoir son budget. Vous pensez qu'on ne peut pas construire ces choses-là? On doit se demander où est passé l'argent. En session de rattrapage, en quelque sorte, du point de vue infrastructure.
Si on compare aux 40 années du Parti socialiste où c'était l'inertie la plus totale. Sans aucun doute, il y avait une marge. Trop en retard côté infrastructure. Il y avait du travail à faire. Absolument. Sans aucun doute. Il ne faut pas se tromper. Dans la vie, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on rattrape le gap en matière d'infrastructure. Je vous donne l'exemple des États-Unis. Je pense que le PIB des États-Unis, c'est plus de 30 000 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Vous savez, multiplier ça en francs CFA, vous avez des chiffres vertigineux. Si vous allez aux États-Unis, vous avez l'aéroport Kennedy à New York, vous avez le chemin de fer à New York, vous avez les routes, beaucoup qui sont aujourd'hui en souffrance. Et donc, on ne peut pas s'imaginer que ce sont les sommes dérisoires qui ont été dépensées ici au Sénégal qui vont régler le gap. Il y a eu quelques efforts qui ont été faits, mais il faut voir l'intention derrière. L'intention était crapuleuse. C'était une manière de dire on va vider les caisses de ce pays et c'est ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas se pâmer face à ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Ayons le courage, sans être nihiliste, sans être dans une dynamique de critiquer à tout va, de dire attention, qu'est-ce qui était derrière? Et ce devoir-là, on ne peut pas y échapper. Absolument. Donc vous êtes d'accord avec les actuelles autorités dans leur volonté d'auditer les comptes de la nation? C'est impératif. C'est le minimum. Mais il faut aller franco. Il faut y aller en profondeur. Mais où se trouvera la ligne de démarcation entre auditer les comptes de la nation et la chasse aux sorcières? Ah. La frontière est tenue. Non, elle n'est pas tenue. Entendons-nous bien. On met le curseur sur le problème. Et le problème, c'est quoi? De savoir les comptes. Savoir les comptes, ce n'est pas se contenter seulement des rapports de la Cour des comptes. C'est, me semble-t-il, aussi demander aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui ont vu des fortunes colossales, injustifiables, se créer au fil des dernières années, rapporter l'information. Ce n'est pas la délation, ce n'est pas la chasse aux sorcières, mais c'est une bonne information pour une décision juste. Je donne un exemple qui me vient souvent en tête. Vous savez, quand il y a eu le Covid en 2019-2020, 2020-2021, il y a des personnes qui se sont retrouvées. Prenons l'exemple d'une femme qui s'appelle Cathy Gadiaga, qui était dans une agence de voyage. Du jour au lendemain, on trouve qu'elle a 18 milliards CFA. 18 milliards, tenez-vous bien. Vous savez, prenez les grandes fortunes du Sénégal, de l'indépendance jusqu'au départ de Abdou Diouf, que vous prenez Ndiouga Kébé, Djily Mbaye et Aliou Sow réunis, peut-être qu'ils n'avaient jamais eu autant de sommes que cette fille-là. Sur quelle base on lui a donné ces 18 milliards? Qui va aller récupérer cet argent-là? Abdoulaye Diouf Sarr, qui était ministre de la Santé, qui semble-t-il était proche de l'autre, de cette fille-là. Et on ne doit pas poser ces questions. Et je peux multiplier à l'infini des cas de figure de saccage systématique des finances publiques, que ce soit dans la gestion des inondations, sur l'Ansana Gagny-Sakho, que ce soit sur le building administratif, qui devait coûter 10, 12 milliards et qui aujourd'hui, après les 60 milliards, n'est pas encore terminé. Où sont les Latif Coulibaly, les Bamba Ndiaye qui étaient impliqués dans ça? Où sont-ils? Il faut poser ces questions-là. C'est les lanceurs d'alerte d'une autre époque. C'est des lanceurs d'alerte, mais qui en réalité cachent leur vraie nature. Et leur vraie nature s'est révélée une fois qu'on les a mis autour du banquet de l'État. Voilà la réalité. Et donc, il ne peut pas y avoir du masla, comme on dit en Wolof. Il faut que nous puissions avoir le courage, avec calme, sérénité, sans aucune méchanceté, de dire faisons la part des choses. Vous voulez accepter qu'on vous dise, mon ami Malick Sall, entre guillemets, Aïssata Tall Sall, se sont réunis et ont donné au beau-fils d'Aïssata Tall Sall le marché des bracelets électroniques, qui devait coûter théoriquement 300 millions de francs CFA et on l'a facturé à 3 milliards de francs CFA. Vous pensez que ces choses-là, on doit les laisser passer? Non, ça ne peut pas. En tout cas, je ne sais pas si les Sénégalais, parce que je ne suis pas là pour parler à leur place, je ne sais pas si l'État du Sénégal, je ne suis pas là pour parler à sa place, mais pour ce qui me concerne, moi, là où je me suis senti lésé ou victime de comportements qui ne relevaient pas de l'État de droit, j'irai jusqu'au bout. Et toutes celles et tous ceux qui ont été associés
au projet de capture de ma personne et de détention illégale doivent le savoir. Que ce soit au Sénégal ou dans le reste du monde, que ce soit Macky Sall, Malick Sall ou un autre, quiconque, magistrat, journaliste ou autre, y est mêlé, doit se préparer à payer. Je vous l'avais averti. Vous le gardez encore en travers je ne garde pas l'emprisonnement en travers de la gorge. J'ai écrit un livre qui détaille ça, qui raconte tout ce qui s'est passé à Rebeuss. Donc ce livre-là... Otage d'un État, d'une prison sénégalaise aux pyramides d'Égypte. Voilà. Par contre, pardonner est une chose, oublier, non. Non. Vous avez pardonné? Pardonner, pas encore. Parce que on ne pardonne pas certaines choses. Moi, je ne peux pas pardonner pour Didier Badji, Fulbert Sambou, Adia Diallo, Jean-François Mankabou et d'autres, qui certains ont été jetés dans l'océan, d'autres ont été pourchassés, traqués, tués à balles réelles. Cheikh Wade, au Parcelles Assainies, avec le drapeau de la nation. Je ne peux pas pardonner ça. Il n'est pas question qu'on pardonne. Il faut qu'on mette le métier sur l'ouvrage, qu'on dépose les problèmes et qu'on note de A à Z ce qui s'est passé. Mais une loi d'amnistie a été votée. Mais qui croit en cette loi? Ça ne concerne que ceux qui ont dealé dans ça. Ça ne me concerne pas moi. Parce qu'en réalité, je vais vous raconter une chose. Et c'est une analyse qui me vient souvent en tête. Si vous prenez l'exemple d'Hitler, après sa mort, quand il y a eu le triomphe des puissances alliées, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie, URSS à l'époque, qu'est-ce qui a été décidé? Un procès à Nuremberg. On a mis tout sur la table. Les collabos de Hitler ont été mis en prison. Certains jetés à Spandau, à Berlin, occupés par les 4 puissances victorieuses. Et jusqu'à la mort de Rudolf Hess, le dernier prisonnier à être là-bas, cela a été maintenu pour qu'il y ait une volonté de ne plus voir ce qui s'est passé sous Hitler se reproduire. Et si vous allez aujourd'hui en Allemagne, même à Nuremberg, où se trouvait la maison de Hitler, on l'a rasé. La rue où il habitait, on a presque rasé cela. Pour que ce ne soit plus là. Parce que c'est quelque chose qui crée un traumatisme. Vous prenez l'Afrique du Sud. Nelson Mandela, il est resté 27 ans en prison. De 1960, quelque chose comme ça, jusqu'en 1990, février. Il a négocié avec les Blancs. Mais ces négociations n'ont pas été bonnes. Parce que il a donné aux Blancs les terres, la justice, le commerce et quelques petits avantages à la minorité noire, à la minorité de l'élite noire, mais pour la vaste population noire, elle n'a pas trouvé son compte. Aujourd'hui, la question des terres, comme dit un de mes amis chefs d'État d'Afrique australe, reste une question émotive. Elle n'est pas abordée, au point qu'ils en sont réduits à vouloir créer une relation où willing payer, willing buyer. Donc pour trouver des solutions diplomatiques, alors que ça aurait dû être négocié. Ce qui fait que la commission Vérité et Réconciliation, présidée par le doyen Monseigneur Desmond Tutu, oui. On l'avait applaudi comme un modèle de justice transactionnelle. Mais la réalité est que, avec le recul, si vous allez en Afrique du Sud, on vous dit que Mandela n'a pas bien négocié. Donc vous vous dites justice, vérité d'abord, réconciliation ensuite. La vérité, totale doit avoir lieu. Parce que moi, Adama Gaye, je ne vais pas laisser ce qui s'était passé quand j'ai été pris en otage, capturé dans un guet-apens par les forces de défense et de sécurité de l'État du Sénégal, devant un ministère de la Justice dirigé par mon vieil ami, ex-vieil ami Malick Sall, de plus de 30 ans, qui se lève devant tous les Sénégalais et qui dit: j'assume, moi, garde des Sceaux, l'arrestation d'Adama Gaye. L'État, comme il disait, l'État, il disait. Hein? Il doit rester fort, l'État. Mais l'État n'est pas là pour essayer de terroriser les gens. Ce n'est pas un monstre froid, comme disait l'autre. C'est le partenaire de la société. Qu'on dise les choses. Évitons parfois les appréciations relevant du jugement de valeur. Et donc, quand il a affirmé cela, ignorant ma présomption d'innocence, ne tenant pas compte de ce que je ne m'étais pas retrouvé face à la diligence judiciaire, ne tenant pas compte de ce qu'ils étaient venus me prendre de façon qui violait toutes les règles, tous mes droits constitutionnels,
qu'il ose dire ça devant tout le monde, vous croyez qu'il va s'en sortir comme ça? Mais il le sait. Il n'ose plus sortir sa tête pour répéter ce qu'il avait dit. Prenons l'exemple de beaucoup, entre parenthèses, de vos confrères, mes confrères, nos confrères, les journalistes, qui étaient montés au créneau. Vous les voyez à l'époque. Hein, multiplier les accusations. Si le peuple sénégalais n'avait pas été résilient, calme, ayant pris du recul pour dire, mais pourquoi tout cela? Pourquoi cette curée contre cette personne? Peut-être qu'ils auraient pris la décision de passer à l'acte en disant, écoutez, nous avons réussi notre campagne de propagande contre lui, ce que on disait à l'époque dans l'ex-Union soviétique, cette campagne de compromat pour le compromettre et le transformer donc en bête facile à égorger, à jeter en pâture. Il y avait une volonté de casser du Adama Gaye. C'est ce qu'ils veulent. Un empêcheur de gouverner en rond. Oui, mais ils ont échoué. Totalement. Parce que pendant des années, j'ai pu écrire non seulement ce livre, j'ai parlé sur toutes les plateformes de télévision du monde importantes. J'ai écrit au quotidien sur la plateforme, par définition, par excellence, que j'appelle la tectonique des plaques numériques, l'Internet. Et aujourd'hui, la vérité est connue. Le reste, c'est à la justice de le dire, et elle le dira. Parce que nous ne sommes pas prêts à ce qui s'est passé ces dernières années, qui ne relève pas de la normalité dans ce pays, puisse se reproduire. Il y a une fondamentalité dans certains principes pour les citoyens. La Constitution nous met au-dessus de tout. Nous sommes le cœur de la Constitution. Et eux, ils n'avaient pas compris ça. Ils pensaient que, ayant trouvé le moyen d'accéder dans des positions de l'État, ils pouvaient en faire à leur guise face à des citoyens sénégalais. Donc, il ne faut pas que nous soyons tendres, généreux ou gentils. Il faut une fermeté. Parce que dans le monde entier, là où il n'y a pas eu ces remises en question en profondeur, la bête est revenue. Parce qu'elle est à peine endormie, la bête immonde. Mais êtes-vous en train d'inviter les nouvelles autorités de revenir sur cette loi d'amnistie qui a été votée aux dernières heures du régime? C'est une très bonne question. C'est une excellente question. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont négocié. Je ne sais pas. C'est parce qu'il y a eu une négociation? Je ne sais pas. Parce que pour qu'il y ait une loi, peut-être qu'il y a eu un accord, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un accord en public. Et donc, on ne peut pas passer sous silence. Les morts d'hommes, vous pensez que les Didier Badji, les Fulbert Sambou, les 83 morts, ou sinon plus, qui sont dans leur tombe, qui sont là au ciel, vous croyez que ces personnes-là nous pardonneraient de fermer les yeux sur ce qui s'est passé les concernant? Mais non, nous n'en avons, personne n'a le droit, pour ce qui me concerne, de prendre une décision d'amnistie sur des faits qui me concernent personnellement. Ni un État, ni un président, personne. Qu'on soit clair là-dessus. Par contre, si le pouvoir en place, réalisant qu'il y a une demande de reddition des comptes, de réouverture de ce qui s'est passé ces dernières années, de ces nervis qu'on avait armés, de ces escadrons de la mort qui maraudaient dans les rues du Sénégal, armes à la main, et qui tiraient à volonté, sans que rien ne leur arrive, s'ils réalisent que ce qui s'est passé ne peut pas être absous comme ça, à travers un quelconque agrément, accord ou deal, tant mieux, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais je ne sais pas à leur place, je les laisse avec leur conscience. Parce que le peuple, de façon gourmande, s'attend à ce que la vérité soit connue et que les débats soient posés dans ce pays. Adama Gaye, votre retour au Sénégal a été surtout favorisé par l'alternance démocratique survenue à l'issue du scrutin présidentiel du 24 mars dernier. À quoi doit-on, selon vous, ce dénouement heureux de ce processus électoral qui était pourtant jalonné de dysfonctionnements? D'abord, je dois dire que mon retour au Sénégal aurait eu lieu n'importe comment. Parce que j'avais pris les dispositions pour être sûr. Oui, mais il y avait un élément déclencheur. C'est un élément déclencheur. Oui. Mais je veux vous dire une chose, que ce qui s'est passé, c'est un ensemble de facteurs. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'allais revenir au Sénégal. J'ai choisi... À la même date? Non, peut-être que j'aurais pu attendre, mais je suis revenu le 2 avril, après la passation de service entre Macky Sall et son successeur, Bassirou Diomaye Faye. Je suis arrivé le 2 avril vers 17 h à Dakar. Donc, je suis content de retrouver mon pays. Alors,
En revenant, évidemment, je réfléchis, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le recul, c'est comme disent les Nigérians, une intervention divine. Parce que personne ne s'attendait qu'on sorte de cette façon-là, comme dans un tourbillon. Des miraculés, quoi. Voilà, comme des miraculés. Oui. Et donc, comment l'expliquer? Quels sont les faisceaux, quel est le facteur, les faisceaux de facteurs qui se sont agrégés pour créer cette situation? Dans mon analyse, oui, il y a d'abord la volonté du peuple, vox populi. Le peuple en avait ras-le-bol, n'en voulait plus de ce pouvoir et était déterminé à faire ce que la Constitution lui donne, c'est assumer, n'est-ce pas, son devoir, son rôle tribunicien pour voter dans les urnes. Le peuple, d'abord, est la première victorieuse qui a permis que nous ayons eu ce changement. La deuxième chose, je crois qu'il y a eu des pressions internationales. La plupart des gens avec qui j'ai parlé, je suis allé partout, partout, jusqu'à la Cour pénale internationale de La Haye. J'ai rencontré des amis à la Cour internationale de justice de La Haye. J'étais allé là-bas dans les années 90, envoyé par Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU. Et donc, ils me connaissent, ce sont mes amis. Et eux aussi, ils veillaient au grain. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est venu ici à 2 reprises. Et on a entendu aussi le Sénat américain, qui est la chambre haute des États-Unis, dire clairement qu'ils exigeaient qu'il y ait une élection au Sénégal. Sans compter l'opinion publique, ce que j'appelle cette tectonique des plaques sur les réseaux sociaux. Dans le monde entier, on commençait peu à peu à découvrir la réalité monstrueuse de ce pouvoir de Macky Sall. Donc Macky Sall était cerné de toutes parts. Et à l'interne aussi, parce qu'il y avait quand même, il faut le dire, des jeunes qui ont été valeureux. Certains étaient des militants de PASTEF, d'autres partis politiques. Il y a eu des dirigeants politiques qui se sont battus, que ce soit, et qui l'ont payé de façon chère, au-delà de toute autre considération, que ce soit Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, comment il s'appelle, El Malick Ndiaye, et tous ces jeunes-là, mais aussi d'autres acteurs politiques qui se sont battus, et des voix importantes qui ont commencé à dire à Macky Sall, ça ne pouvait pas se continuer. Et il y a, comme autre facteur explicatif, le fait que Macky Sall était déconnecté de la réalité. Lorsque le 3 juillet 2023, il prononce son discours pour dire qu'il en a fini et qu'il devait quitter le pouvoir, tout le monde, tous ceux qui l'ont entendu, pensaient qu'il était pour une fois véridique et sincère. Pour ma part, je n'y croyais pas. Et pourquoi? Parce que je sais qu'il n'est pas honnête. C'est un escroc. Je le connais trop bien. Il sait que je le connais, c'est pourquoi il avait peur de moi, sans prétention. Donc, ce monsieur-là... Il a invoqué son code d'honneur. Non, le code d'honneur n'existe pas chez ce monsieur. C'est un voleur. Et il a organisé des tueries. Quelqu'un dont les mains sont ensanglantées, qui a fait une véritable boucherie, n'a pas de code d'honneur. Il le sait. Il m'écoute partout où il est dans le monde. Mais il sait ce que je dis de lui. Ce n'est pas un homme d'honneur, non. Et donc, ce monsieur-là, quand il a parlé, je savais qu'il était dans des manœuvres, dans des louvoiements. Jouer la montre, en quelque sorte. Une stratégie en se disant, d'abord, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Si le Sénégal gagne, peut-être qu'il y aurait un élan populaire qui justifierait avec un peu de sous pour des personnes stipendiées pour faire ce rôle-là, pour qu'on puisse me maintenir à la tête du pays avec les formules qu'on a l'habitude d'entendre le concernant, si est le porte-bonheur de ce pays. C'était un élément qui n'a pas marché parce que nos joueurs ont été éliminés très rapidement. Deuxième facteur, quand il a cru que ses forces étaient restées indemnes et que le 3 février 2024, alors qu'on allait vers l'élection et qu'il s'est rendu compte que s'il laissait l'élection, la campagne se tenir, il serait out, il a sauté dans un moment d'autocratie et de dictature et il a dit qu'il revenait sur cet engagement-là. Ce moment fut un tournant, c'est un marqueur, parce que c'est à ce moment précis que le monde entier a découvert que ce monsieur était capable d'aller
à un niveau extrême pour pouvoir, n'est-ce pas, se maintenir au pouvoir, écraser sous ses pieds la démocratie. En réalité, il a gardé intacte ses velléités ou bien sa volonté de briguer un troisième mandat. C'est ce qu'il cherchait. Ah oui. Alors, je me souviens ce jour-là, le 3 février, j'étais à Vienne, en Autriche. Et j'ai été surpris, la télévision française, France 24 m'appelle, Monsieur Gaye, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils m'ont interviewé. Beaucoup de gens ont regardé cette interview. Et j'ai dit, c'est un coup d'État constitutionnel. Et qu'on ne doit pas laisser ça. Toutes les institutions internationales doivent condamner ce qui s'est passé. Macky Sall s'est du coup tout de suite retrouvé coincé. Et il lui fallait trouver une sorte d'échappatoire. À mon avis, c'est parce qu'il a senti qu'il n'y avait plus d'option, que les institutions judiciaires du pays ont été d'une certaine manière aussi mises, n'est-ce pas, devant leurs responsabilités et pressurisées par les écrits unanimes, les enjoignant de revenir, n'est-ce pas, sur leur attitude antérieure où ils valorisaient ou faisaient passer tous les actes de Macky Sall. Et ils ont commencé, le Conseil constitutionnel notamment, la Sénat, à prendre les actes qu'il fallait et à s'assurer qu'avant le 2 avril, il y ait une élection. Et après, moi-même, je pensais qu'il fallait aller vers ce que j'appelle une transition pactée. Parce que le pacte qui a permis l'émergence des grandes démocraties dans le monde, de celui du Kourou-Fougan, de la Magna Carta, des transitions franquistes, de la transition après la révolution des Aïeux au Portugal, des révolutions de couleur en Asie, en Indonésie, aux Philippines, en Corée du Sud. Mais un pacte qui prendrait quelle contour? Un gouvernement d'union nationale, par exemple? Non, vous savez, ce qu'on appelle les transitions pactées, oui. Au moins qu'on se retrouve autour d'un consensus fort, oui. Pour qu'il y ait une élection transparente, qu'il y ait les libertés des citoyens, que les institutions jouent leur rôle et qu'on s'entende sur quoi faire pour organiser des élections propres. Ça, c'est quelque chose que, pour ma part, j'ai retenu d'un passage à l'université de Stanford à l'époque, avec de grands spécialistes des questions démocratiques, dont Larry Diamond, Francis Fukuyama, et nous parlions de ces choses-là. Et les transitions pactées me semblait être une bonne manière de poser les problématiques et de ne pas faire des élections à la hussarde dans des conditions où on ne savait pas qu'est-ce qui a été négocié, le débat démocratique où sur les plans économiques et sociaux ne pouvait pas avoir lieu de façon sérieuse et que celles et ceux qui pouvaient participer au débat pouvaient être là pour présenter leur offre, leur manifeste et tout. Je croyais que c'était ça. Mais en fin de compte, nous acceptons qu'il y a une volonté divine qui nous a facilité la chose. Et donc, ce sont tous ces éléments-là, dans mon analyse, qui se sont agrégés pour permettre qu'on sorte par le haut, mais avec tous les bagages, tous les problèmes que Macky Sall nous a laissés derrière et qu'il va falloir, n'est-ce pas, mettre sur la table. Parce que l'amnistie ne peut pas empêcher qu'on pose ces problèmes. Parce que si on le fait, cela voudra dire que les gens qui ont été avec Macky Sall, qui ont pillé les ressources de ce pays, de partout où ils se trouvent, ils peuvent faire ce qu'on appelle le remote control, le contrôle à distance de nos économies, de notre politique, de nos médias, de tout, parce qu'ils ont les moyens, les ressources financières de l'État, et à terme, ils vont revenir dans ce pays et ils vont pouvoir le récupérer très facilement, parce que gérer un pays dans des conditions pareilles, il faut qu'on se le dise de façon froide et candide, ça ne sera pas facile. Et les nouvelles autorités ont du pain sur la planche pendant que Macky Sall fait la tournée des Grands-Ducs. Ouais. On l'autorise à aller à l'OCDE, qui voulait être l'institution des gouvernances et des normes. Spécial du pacte de Paris. Non, il est devenu... et de la planète. Il n'est pas un envoyé, il s'est mis au service de la France. Aïe. C'est une trahison. Ce qui est grave. Dans la lignée de ses prédécesseurs. Hein? Mais ce n'est pas la même chose. Je les connais, ses prédécesseurs. C'était mes amis. J'ai eu la chance de les rencontrer, de m'asseoir avec tous, y compris Senghor. C'est pas pareil. C'est pas la même. Est-ce qu'il y a une différence de Macky Sall? La grande différence, c'est qu'il y avait une certaine carrure, des épaules larges. Quand ils sont partis, quand ils ont connu leurs limites, ils l'ont reconnu. Senghor m'a dit, chez lui, à Square de Tocqueville, à Paris, Adama, j'ai échoué dans la gestion
économique du Sénégal, je ne pouvais pas continuer. Il y avait certes à l'époque 1980, d'ailleurs les jeunes qui se battent aujourd'hui semblent oublier que d'autres se sont battus. En 1980, j'étais étudiant à Paris. Ce qui s'est passé à l'époque, on avait tué ici à Ziguinchor un jeune Casamassé du nom de Idriss Sagna, 17 ans. C'est cela qui avait entraîné le départ précipité de Senghor à la fin de 1980, quand il a annoncé son départ à Pierre Bianès du Monde. Pour ce qui est d'Abdou Diouf, il a accepté sa défaite. Il l'a accepté parce que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était déconnecté des réalités du pays, celles et ceux qui étaient proches de lui, j'en faisais partie, et je l'ai retrouvé au Caire en avril 2000, lors du sommet Europe-Afrique, le premier sommet. J'étais avec lui à sa table, nous avons mangé, déjeuné, et j'ai vu un homme qui a réalisé que le peuple voulait le changement, il l'a accepté. Abdoulaye Wade aussi, qui fut mon ami, lorsque je l'ai vu chez lui, s'il est là, il m'entend, il sait ce que je dis, à Versailles, il m'a dit, comment j'ai fait pour perdre les intellectuels? J'ai dit, mais vous savez, les intellectuels, on ne les écrase pas, on les écoute. Et Wade, donc, tous ces gens-là avaient une certaine distance. Par contre, Macky Sall, il a froidement transformé le Sénégal en boucherie. Ce n'est pas un homme qui a l'étoffe d'être, disons, même vigile quelque part. C'est Abdoulaye Wade qui lui a donné le pouvoir. Et mais ce qui me... Son pédigré quand même. Comment? Son pédigré quand même. Quel pédigré? Vous parlez de quel pédigré? Il a occupé presque toutes les stations. Non, je vous corrige. Non, je vous corrige. Macky Sall n'a occupé ces postes-là que parce qu'il avait une échine souple. Il a fait des courbettes. Mais il les a occupés. Non, mais il n'a rien fait là-bas. Il a passé son temps à voler. Je connais Macky Sall. Le premier baril de pétrole, le contrat de pétrole, c'est moi qui l'ai obtenu pour le Sénégal. Il l'a volé. Il a volé. Je vous dis, je le connais mieux que vous, cher ami. Écoutez-moi bien, il faut qu'on se parle de façon sereine. Évitez d'avoir des analyses avec des œillères. Monsieur... Mais c'est une constatation. Non, c'est une mauvaise constatation. Il faut aller au-delà de l'écume des vagues pour connaître la réalité. Il faut aller au-delà de l'iceberg. Et donc, dans son cas, il a roulé Abdoulaye Wade. Et quand Abdoulaye Wade a découvert sur la fin que c'était un voleur, il a voulu le poursuivre, mais le peuple sénégalais qui est sentimental, émotionnel, émotif, s'est mis à vouloir le défendre, s'est servi en bouclier pour lui, et il est allé pleurer chez Céline Bara, mon parent. Et donc, c'est ça qu'il a sauvé. Quand il a pris le pouvoir, il a passé son temps à voler. Ce qui me rebute le plus, je vous le dis, le nouveau pouvoir qui arrive, qu'il le laisse partir sans qu'il rende compte et gorge, d'une part. Il ne devrait pas? Il doit rendre compte et gorge. Il doit revenir rendre compte et gorge. Et ça va monter progressivement dans la société. Ça va être une demande sociale nationale parce que les gens vont découvrir ce qu'il a fait. Mais plus grave. Il y a une ONG comme Urgence sans frontières qui demande qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre Macky Sall. Peut-être, mais vous savez, quand vous avez ce qu'on appelle une immunité diplomatique, l'immunité diplomatique, ce n'est pas le passeport diplomatique. C'est un État qui peut, comme la France, lui faire un texte pour lui dire on vous donne cette immunité qui vous couvre. Cela peut le couvrir. Dans le cas du Sénégal, s'il n'avait pas cette immunité, on aurait pu l'arrêter, le rappeler. N'oubliez pas que Pinochet, qui fut plus puissant, qui a fait tomber Salvador Allende en septembre 1973, a été rapatrié et jugé là-bas. Donc attention, il ne faut pas... Ce qui me gêne, moi, le plus, c'est le fait que le ministre des Finances du Sénégal aille à Washington et qu'on le voit dans une salle avec Macky Sall. Et il dit, je suis là dans un poste parce que Macky Sall a convoqué une réunion des 4P. Il est dans une salle où se trouve le ministre des Finances de France. Comme si vous acceptez ce que vous refutez à domicile. Vous dites que vous êtes contre, n'est-ce pas, la mainmise, le tutelage, le parrainage de la France, et vous allez aux États-Unis, et le ministre français des Finances est là, vous êtes, n'est-ce pas, dans cette réunion avec lui, d'une part. D'autre part, il y a le ministre, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui est là. Vous dites que vous êtes contre les institutions de Bretton Woods, vous êtes là. Regardez, vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ils vous ont même dit que votre pétrole, votre gaz, ça ne va pas vous rapporter 300 milliards. Est-ce que je ne l'ai pas dit sur plusieurs télévisions? Non seulement ça ne va pas leur rapporter peut-être cette somme-là, mais presque à rien. Allons plus loin. Vous savez, il est là-bas, dans cette réunion.
même la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, des États-Unis, qui tient les cordons de la bourse et du pouvoir au FMI et à la Banque mondiale, n'est pas dans la salle. Quand un grand pays qui dit « faites votre démocratie chez vous, faites une élection », comme ça a été le cas des États-Unis, qui ont mis la pression sur le processus électoral et sur Macky Sall, vous dites de faire ça, vous devez venir dire « les États-Unis, nous voulons avoir une conversation avec vous, vous nous avez poussé à faire cette élection, les caisses sont vides, qu'est-ce que vous apportez sur la table ?» Quand les États-Unis sont sérieux et veulent travailler pour un pays, ils mettent, n'est-ce pas, le cordon de la bourse sur la table. Hier nuit, la Chambre des représentants, qui est la chambre basse du Congrès américain, il y a le Sénat qui est la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de mettre 95 milliards de dollars au profit, de l'Ukraine, 61 milliards de dollars, d'Israël, pour se protéger des missiles. Ils ont mis de l'argent pour Taïwan, pour relancer la guerre froide dans le détroit, dans la mer de Chine du Sud, mais aussi ils ont donné quelques miettes à titre humanitaire à Gaza, pour qu'on ne les accuse pas de n'avoir pas tout fait. Voyez-vous, nous vivons une ère importante, géopolitique, géoéconomique, de projection de pouvoir. Vous avez des grands pays comme les États-Unis qui se disent « nous sommes entrés dans une guerre géoéconomique qui est la variante économique de la guerre froide idéologique qu'on a connue depuis qu'en 1950, George Kennan, dans son rapport, dans son texte X envoyé au département d'État, a rappelé qu'il y avait le risque d'une guerre froide et que Churchill, allant à Fulton dans le Missouri en 1946, a déclaré un rideau de fer s'abat au cœur de l'Europe centrale. Cette guerre froide idéologique que nous avons connue et qui s'est achevée en 1989, c'est ce que nous sommes en train de vivre avec la nouvelle guerre froide économique, parce que la Chine passe par l'Asie centrale pour faire ses routes de la soie, veut faire des alliances avec la Russie, avec l'Iran, et les États-Unis ont toujours eu une vision qui relève, n'est-ce pas, stratégiquement, comme certains de leurs grands stratèges, comme Brzezinski, Hartland, Mackinder et autres, le disent. Il faut aller contrôler l'Europe, contrôler une partie, n'est-ce pas, des régions côtières, n'est-ce pas, de l'Asie de l'Est et de l'Europe, pour pouvoir faire cette guerre froide économique. Donc, quand ces gens-là prennent les moyens et les mettent, n'est-ce pas, en faveur de l'Ukraine et autres, nous devons en tirer la conclusion que les réponses des problèmes du Sénégal ne vont pas venir ni du FMI, ni de la Banque mondiale, ni de Washington. Et donc, aller là-bas, se mettre à côté de Macky Sall, qui est venu montrer la contradiction entre le discours que vous tenez à domicile de souveraineté, souverainisme, disent-ils ces temps-ci, et la pratique que vous faites à l'international sous le chapiteau de ces autorités-là, qui sont l'incarnation du système, c'est un problème. Aujourd'hui, les Sénégalais ont tourné la page Macky Sall. On ne peut pas tourner la page Macky Sall. Les Sénégalais, non, parce qu'ils ne savent pas. Cette page-là, le 24 mars passé. Mais s'ils le font, ils ont tort, parce que ça va venir les rattraper. Il faut qu'on se le dise, la vérité. Non. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, laisser un brigand qui vide vos ressources et dire, oublions, comme si de rien n'était. Non, c'est une erreur. Ils ont élu ces Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Comment appréciez-vous les premiers pas du président de la République, Bassirou Diomaye Faye? Vous savez, j'ai tendance, je savais que cette question vous me la poseriez, et je l'ai entendue souvent. C'est difficile à brûle pour point de dire voilà ce que je pense de façon péremptoire. Non, je ne suis pas quelqu'un qui lit dans un marque de café. Ce que je peux dire, c'est ceci. En Wolof, on dit Tin, Sunarener, Subarechen. On dit. Est-ce que ça sent bon? On dit que quand c'est à la cuisson qu'on sent si le mets qu'on prépare sera bon ou pas. À ce stade-ci, si je dis que ça ne sent pas bon, il y en a qui vont dire mais il est impatient. J'applique un autre proverbe anglais qui dit The proof of the pudding is in the eating. Pour apprécier un pudding ou un mets, c'est au moment de le manger. Donc on peut dire mais il faut leur laisser le temps de concocter ce qu'ils nous préparent. Mais, cela étant dit, ces balises étant posées, on peut quand même dire qu'en réalité, il faut que ce gouvernement envoie des signaux, mais des signaux forts,
D'abord, il ne peut pas continuer de s'accoltiner avec des généraux Moussa Fall qu'on a vu s'exciter dans la traque des personnes. Non, il faut faire un signal très fort. On ne peut pas commencer à aller répondre aux émissions de la RTS qui étaient hermétiquement fermées pendant 12 ans aux voix dissidentes. Vous ne pouvez pas donner l'impression que Racine Talla peut passer par les mailles du filet. Non, vous ne pouvez pas laisser des personnes dans le patronat, dans le milieu des affaires ou dans les milieux religieux, je veux dire les 4M, militaires, les magistrats, les médias et les militaires qui ont été coltinés du début à la fin avec le régime en place, et vous taisez en disant, écoutez, faisons semblant comme si de rien n'était en avance. Donc, ce signal-là fort doit être envoyé. On doit, je pense, entendre de leur part, peu à peu, à quelle sauce ils veulent nous dévorer. Mais ils sont là depuis moins d'1 mois. Ah non. Dès le premier jour, parce que ça fait des années qu'ils nous disent, nous avons un projet, qu'ils dévoilent ce projet, qu'ils nous disent c'est quoi le projet, qu'ils nous l'expliquent, qu'ils nous explicitent. Nous sommes vraiment de tout cœur disposés à soutenir. Parce que je ne suis pas ici pour essayer de tout démolir, non. Même pas démolir quoi que ce soit, c'est apporter quelque chose sur la table, apporter quelque chose dans le domaine des investissements, dans le domaine des idées, dans le domaine des médias, à l'international, dans le domaine peut-être du rebranding de ce pays, dans d'autres domaines où nous pensons, dans le domaine de l'éducation, dans d'autres secteurs, mais sans prétention, contribution, je le dis truelle à la main. Mais si dès le départ, on commence à voir des couacs surgir, sans qu'il y ait réaction immédiatement. On vous dit tel directeur de cabinet, on le cite dans un rapport de corruption. Mais écoutez, soit on nous montre le rapport, on le met sur la table et on le voit. La personne qui est mouillée comme le fut François Fillon en France, n'est-ce pas, lors de l'élection qui avait porté au pouvoir François Hollande, n'est-ce pas, comprennent que quand on est confronté à ce genre de problème, on en tire les conclusions. On ne peut pas se mettre à pinailler. Si on est proche du président, c'est pas possible. Même si on est par ailleurs son directeur de cabinet. La force de l'Internet, de ce que j'appelle la tectonique des plaques numériques, c'est que ça jette une lumière crue sur les coins et recoins les plus lugubres, sombres, et les puissances les plus fortes, individuelles, institutionnelles, et j'en passe. Et donc, on ne peut plus faire comme avant, où on pouvait faire la dictature à sa guise, où on pouvait se lever et arrêter les gens à sa guise. Non, moi-même, quand ils sont venus m'arrêter le 29 juillet 2019, j'avais mon Internet allumé. Il a suffi que j'écrive qu'ils sont venus chez moi et que je me porte en bonne santé, que mes avocats sont avertis, pour qu'ils perdent leurs pieds. Parce que lorsque je suis allé à la DIC, le commissaire patron de la DIC m'a fait venir dans son bureau en disant « Mais monsieur Gaye, vous avez averti le monde entier ». Il ne pouvait plus rien faire. Le monde savait ce qui se passait. Le monde sait ce qui se passe. Ce temps où on pouvait pratiquer certains actes en catimini, ou bien prêcher une chose et pratiquer autre chose, ce temps est révolu. Il faut que les gens le comprennent une bonne fois pour toutes. Le président Bassirou Diomaye Faye, pensez-vous qu'il s'est suffisamment préparé à l'exercice du pouvoir? Vous savez, dans la vie, il y a le destin. Et la préparation pour gérer un pays ne peut jamais être parfaite. Il n'y a pas d'école de présidence qui forme des présidents. Par contre, nous avons un État profond. L'État est là. Malgré tout ce qu'on reproche à l'État, quand c'est un État bienveillant, qui pratique, disons, le pacte de Léviathan de Thomas Hobbes, que nous concédons nos libertés en échange d'une sécurité, d'une défense nationale, de routes, de biens publics, cet État-là, quand il est bienveillant, il est notre État, nous nous y retrouvons. Et la démocratie fonctionne bien. Et celui qui est à la tête n'est qu'un élément parmi d'autres dans un ensemble où il peut se mouvoir et même ses erreurs, il peut les corriger parce qu'il peut obtenir de tous et de toutes la bonne volonté pour appuyer ce qu'il fait. Je crois que Bassirou Diomaye Faye, c'est quand même, parce que je l'ai regardé de loin, je lui trouve des qualités. Je trouve qu'il est réfléchi, je l'ai entendu le dire. Ce n'est pas de la prétention quand il le dit, je pense qu'il dit exactement qui il est. Je l'ai entendu dire que
il y a des choses qu'on ne peut pas le forcer à faire parce que la République est au-dessus de tout. Je l'ai entendu dire ça. Je l'ai entendu dire qu'il ne protégera pas un criminel. J'ai entendu dire ça. Et il a eu le mérite de se syndiquer, de se battre, n'est-ce pas? Le destin lui a ouvert ces portes-là. Et vous le prenez au mot? Je lui donne la chance. Je ne peux même pas dire que je lui donne la chance. Qui suis-je pour lui donner une chance? Dieu lui a donné une chance. Et donc, nous essayons aussi d'accepter la volonté divine et de dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour que demain, plus tard, les sociétés sénégalaises du futur puissent dire les citoyens de notre pays à l'époque, quand ils se sont retrouvés avec un jeune qui n'était peut-être pas préparé, qui ne s'imaginait pas dans ses rêves les plus fous se retrouver à la tête du pays, que ces citoyens se sont mobilisés et ont fait ce qu'il fallait faire parce que l'État, la société transcende nos personnes. Et donc, je peux dire que, bien qu'il soit jeune, il y a une certaine capacité d'écoute. Je l'ai critiqué, hein, et j'ai vu dans ses gestes, dans sa façon de faire, qu'il intègre certaines des critiques que les plus zélés, zélateurs, j'allais dire, vous zélateurs même pour aller plus loin, tenter de remettre en question. Je vois que lui, il a appliqué ça. Et je peux dire, parce que je le sais, je pense l'avoir entendu, qu'il n'est pas contre les critiques. Ce qui est bien, et je le recommande, je le conseille, n'est-ce pas, de rester dans cette dynamique-là. Toutes celles et tous ceux qui sont restés à côté des flagorneurs se sont retrouvés seuls. Même Macky Sall ont été victimes de la flagornerie, ont été victimes des bons zélés. De ces gens autour des dames de compagnie, on les appelait. Ouais. Voilà. Et donc, je crois qu'il a connu des moments difficiles. Il a fait la prison, comme moi. Ça, c'est formateur. Ça change. Ça forme une personne. Absolument. Allez, le choix de faire d'Ousmane Sonko le Premier ministre, est-ce un choix judicieux, à votre avis? Écoutez, il y a en démocratie et dans l'organisation de l'État des pouvoirs, des privilèges qui sont régaliens. C'est au président de la République de nommer son Premier ministre. C'est à lui de nommer son gouvernement. C'est à lui de nommer ses ambassadeurs. Qui suis-je pour dire qui il doit nommer ou ne pas nommer? Maintenant, Ousmane Sonko, il a été quelqu'un qui s'est battu. Je ne sais pas ce qu'ils ont négocié encore une fois. Ça, c'est quand même une zone d'ombre. Parce que vous êtes sûr qu'ils ont négocié quelque chose avec Macky Sall? Je le crois. Oui. Parce que Macky Sall, quand il s'est rendu compte que le pouvoir allait lui échapper, pour sauver sa peau, sachant tous les crimes qu'il a posés, crimes de sang, crimes de sous, et autres types de crimes, j'allais dire de sexe même, ce monsieur-là s'est dit, il faut que je trouve une voie pour échapper à ce qui peut me tomber dessus. Mais moi, il fallait aussi lui tendre la perche. Mais je vous dis, sauver notre pays. Je sais on était presque au bord du gouffre. Je parle en connaissance de cause. Moi-même, j'ai été le médiateur entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Personne d'autre. Tout ce qu'ils ont dit était faux. Abdou Diouf est là, Abdoulaye Wade est là. Quand ils ont fait la médiation en l'an 2000, j'étais le médiateur. C'est moi qui intervenais, qui racontais Abdoulaye Wade, qui remontais sur Diouf, etc., jusqu'à la fin. En 2012, Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'est ma conviction intime, ont aussi négocié. Quand l'opposition restait à la place de l'indépendance ou de l'obélisque et ne faisait pas campagne, je crois qu'Abdoulaye Wade, futé qu'il est, a dû dire à Macky Sall, puisque nous sommes en train de perdre le pouvoir, nous, Abdoulaye Wade et le PDS, allez-y, faites campagne. Et Abdoulaye Wade, dans mon intime conviction, a passé le pouvoir à Macky Sall. Macky Sall est ce qu'on appelle quelqu'un qui pratique ce qu'il a vu. Comme on dit en anglais, monkey sees, monkey does. Quand le singe voit le petit singe, il copie ce que le grand singe fait. Et il avait vu chez Abdoulaye Wade cela en 2000. Et donc, en 2012, ils ont fait ça. Il s'est dit, en 2024, pour sauver ma peau, je vais trouver une solution. Et c'est ce qu'à mon avis, il a fait. Et les gens du pouvoir, la hiérarchie de Sonko étant entre ses mains, dans des conditions
où plus personne ne s'imaginait que le passé pouvait même participer à une élection, il a dû peut-être profiter de ces moments de faiblesse pour les pousser dans le dernier retranchement et négocier avec eux. C'est ce que je pense sincèrement. Et la question est de savoir, je ne peux pas me prononcer là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont lâché? Ils ne peuvent pas lâcher les morts, ils ne peuvent pas lâcher les victimes, et ils ne peuvent pas lâcher nos ressources financières et autres. On ne peut pas lâcher, n'est-ce pas, les biens publics de ce pays que Macky Sall et ses comparses ont privatisés, parce que quiconque le fait aussi ne le fait qu'à son propre gré, mais ne peut pas nous engager. Et donc, probablement, Macky Sall a dû négocier et a libéré le pouvoir, ce qui est d'une certaine manière un coup de pouce à un destin qui était presque inéluctable, parce que la foule, le peuple était décidé à sortir, n'est-ce pas, de ce pouvoir de Macky Sall, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Oui, pour en revenir à Ousmane Sonko, Adama Gaye, on s'est rendu compte après lecture des décrets qui organisent les ministères que tous les ministres sont placés sous l'autorité aujourd'hui du Premier ministre, qui est Ousmane Sonko. Est-on, sans le dire, dans une logique de déléguer la réalité du pouvoir au Premier ministre? Encore une fois, le président de la République a des pouvoirs larges. De là à dire qu'il peut déléguer jusqu'à créer une situation où il y a un régime parlementaire qui ne dit pas son nom, oui. Ça, c'est un pas que je ne franchirai pas. Le Sénégal regorge d'émérites juristes. Je crois que dans les jours à venir, ils vont commencer, je l'espère, à débattre de ce qui est en train de se passer. Parce que si ça ne se fait pas, nous risquons de nous retrouver avec une diarchie à la tête de l'État du Sénégal. Oui. Et ça, c'est quelque chose pour éviter ce qui s'est passé dans le passé avec Senghor, Mamadou Dia, deux hommes trop forts. On dit que deux boucs ne peuvent pas se partager une même basse-cour ou en tout cas un seul enclos. Et donc, il faut éviter qu'il y ait des clashs. Mais je pense qu'ils ont toujours longtemps été ensemble et ils ont peut-être la capacité d'arrondir les angles, etc. Il faudra que chacun y mette du sien et qu'il fasse en sorte de respecter les normes constitutionnelles de ce pays. La Constitution est la loi fondamentale. Elle est au-dessus de nous tous. Il faut donc que le président ou son Premier ministre et l'opinion publique, les médias, les citoyens, nous tous nous disons que c'est la loi à sanctuariser. C'est une loi sacro-sainte. On ne peut pas se permettre de jouer avec ou que le président puisse, simplement parce qu'il a des privilèges exorbitants, se permettre de faire des choses qui peuvent contredire, n'est-ce pas, les dispositions de la Constitution. C'était un engagement électoral de la part de Bassirou Diomaye Faye. C'était un engagement électoral, mais il faut passer par... Mais il y a des procédures. Il y a des procédures, il ne peut pas décider de son propre chef seul. Voilà. Il faut qu'il y implique. Je veux dire, ce qu'on reproche à Macky Sall, c'est d'avoir pris beaucoup de décisions, l'achat d'un avion, de faire une loi d'habilitation, de prendre 1000 milliards du Covid et de distribuer à tout venant, à ses amis, etc. Ça, c'est un problème fondamental qu'il faut éviter. Le temps qui nous est accordé tire à sa fin. La faible représentativité des femmes dans le gouvernement, avec cette polémique qui l'a accompagnée, comprenez-vous cette polémique? Mais je la comprends et je la soutiens. Je pense que nous sommes à un âge où on ne peut plus faire les choses en mettant de côté les femmes. Il faut que les femmes s'y retrouvent. Il faut que la société soit de façon, disons, presque paritaire, représentée. Surtout qu'on ne peut pas nous dire que les femmes n'ont pas de mérite. Souvent, elles sont plus brillantes que les hommes aujourd'hui. Donc, il y a une colère qui monte, non pas chez les femmes, mais dans le monde entier, qui dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Donc, que ce soit ça, que ce soit d'autres secteurs, il y a des choses à corriger. Exemple, je vous donne l'exemple du pétrole et du gaz. On a créé un ministère du pétrole. Ce ministère-là est révolu. On aurait dû changer ce nom, ministère des Énergies. Donc, quand vous voyez une erreur, dans la vie, il faut avoir l'humilité de dire, attention, je me suis trompé, et je reviens sur mon engagement par rapport à telle décision. Les femmes doivent être au cœur de la marche de ce pays. Elles doivent avoir leur représentation aussi bien au gouvernement, à l'Assemblée, comme
partout ailleurs dans la société, ce n'est pas être quelqu'un qui fait montre d'une faiblesse quelconque, mais je récuse la phallocratie dans cette société parce que ça nous a retardé beaucoup. Il faut qu'on avance des deux jambes et qu'on évite, n'est-ce pas, d'avancer avec une seule jambe les hommes dominant cette société. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas défendable. Cette phallocratie est d'un autre âge. Il faut dépasser cela. Certains postes de direction soumis à un appel à candidature. Votre commentaire rapidement. Mais j'ai dit rapidement que je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Parce qu'il risque d'y avoir les enfants de ceux qui se sont enrichis qui vont revenir. Vous allez avoir combien de temps pour pouvoir faire ces appels? Les gens peuvent frauder sur leur CV. Et puis, entre nous, on se connaît dans ce pays. On sait qui peut jouer un rôle. Si moi, je viens dire ici que je peux être un conducteur de camion, mais écoutez, quelqu'un peut se lever et dire non, celui-là n'est pas qualifié pour. Je pense qu'il faut éviter de vouloir coûte que coûte retranscrire en action ce qu'on a écrit dans un manifeste électoral. Le moment électoral est passé. Maintenant, nous sommes dans un moment politique. Il y a des fondamentaux. Il faut régler les problèmes de l'économie, régler les problèmes... Les inviter à se dédire alors? Mais c'est pas grave de se dédire. Ah oui. La plupart Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir en 1981, il avait ses 110 propositions avec le Parti communiste. Il voulait nationaliser. Mais quelques années après, il y a eu le tournant de l'or. On a fait venir Fabius, n'est-ce pas? Ils ont commencé à comprendre que l'économie s'ouvrait. Il faut s'adapter. Et puis, notre pays, qui s'en va chercher de l'argent dans les fonds monétaires, Banque mondiale et tout, on doit comprendre qu'il y a d'autres modèles. Prenez la Corée du Sud, exemple. Je passe à un autre sujet. La Corée du Sud, quand il y a eu la crise de l'Asie, ils ont sorti leur argent. Ils ont demandé au peuple coréen de sortir, de mettre leurs biens. La même chose avec la Malaisie. Donc, ce qu'on est en train de faire là, il n'y a rien qui est coulé dans du béton ou dans du marbre. Il faut avoir l'humilité de dire, écoutez, on avance à tâtons. C'est ce que Deng Xiaoping, en 1978, a dit pour faire la révolution en Chine, qui a produit cette Chine qui est aujourd'hui l'une des plus grandes économies au monde. Merci beaucoup. Merci infiniment, Adama Gaye, journaliste, consultant, écrivain. Merci infiniment. Merci, c'est un plaisir et je remercie les auditrices et auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. Pierre-Edouard, merci encore une fois de m'avoir donné cette chance. Merci à vous. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain, place à Salsando, avec DJ You. Au revoir. Alors